Je précise tout d'abord qu'après chacune des interventions, vous pourrez poser à l'orateur des questions sur la situation dans son pays, sur son appréciation de l'état des nations d'Europe et du nationalisme en Europe, bien évidemment. Je vais commencer par céder la parole à notre camarade russe Stanislav Setchouk, Stanislav Zvorobiev, qui représente ici le mouvement impérial russe, dont vous pouvez admirer la bannière, aux couleurs de la Russie éternelle, de la Russie impériale, de la Russie chrétienne, de la Russie de toujours, de ce pays qui, tant de fois, a été le rempart de l'Europe contre toutes les invasions et qui a subi, ne l'oublions pas, la pire révolution que le monde civilisé ait connue il y a 100 ans et qui, malgré la nuit communiste, aujourd'hui encore est en première ligne dans la lutte pour notre civilisation, pour notre vieille Europe. Je cède la parole à notre camarade Stanislav Zvorobiev qui nous a fait l'honneur de venir en France pour ce forum de l'Europe. Merci. Je représente ici le mouvement russe impérial. C'est une des organisations parmi les peu nombreuses qui existent encore légalement, officiellement en Russie. Parce que la plupart des organisations de droite sont en opposition, sont interdites en Russie et poursuivies. Pierre Marie сказал о том, что Россия действительно пережила потрясающую по катастрофе révolution. Pierre-Marie a raison d'avoir souligné ici tout à l'heure que la Russie a vécu la pire révolution qui pouvait arriver au monde. В результате которой мы потеряли десятки миллионов человек. La révolution qui nous a fait perdre des dizaines de millions de gens, des vies humaines. По подсчетам нашего великого ученого Менделеева. C'est notre grand scientifique, un grand homme russe, Mendeleev, qui a fait le calcul. На территории России к 2000 году должно проживать 600 миллионов человек. En année 2000, il avait prévu sur le territoire de la Russie 600 millions d'habitants, des Russes, d'habitants russes. Et nous sommes moins de 100 millions. Et c'est le résultat des actions et de la gouvernance du gouvernement communiste. Ну, все вы знаете, как действовали коммунисты в Кампучи, Камбодже. Vous savez très bien comment les communistes ont agi en Cambodge. И здесь, наверное, присутствуют наши коллеги из Испании, они тоже могут рассказать много об ужасах вот этого коммунистического правления. Ici, nos collègues présents espagnols peuvent vous raconter aussi les horreurs, vous parler des horreurs, des atrocités de ces événements en Espagne. Ну, остальным большинству стран, наций европейских повезло, они не имели коммунистического режима именно до 1941 года. Voilà, et la plupart des pays européens ont eu la chance de ne pas avoir le régime communiste jusqu'à 1941. Ну, мы переходим к теме нашей конференции. Nous revenons ici au sujet de notre conférence. И мы хотели бы изложить наш взгляд на нынешнюю ситуацию в Европе. Nous voudrions vous présenter notre regard sur la situation actuelle en Europe. На наш взгляд, существует следующая проблема.
Donc nous considérons qu'il existe en ce moment le problème suivant. За период с 20 века силы зла смогли разрушить 3 основных столпа, на которых держалась вся европейская цивилизация. Depuis le début du XXe siècle, les forces du mal ont réussi à détruire les 3 piliers essentiels qui portaient la civilisation européenne. Это в первую очередь христианство. Le pilier, premièrement, en premier lieu, c'est le christianisme. Это этническая индивидуальность. Ensuite, c'est aussi l'identification ethnique. И государственное устройство, монархическое государство. Et l'État monarchique. Потому что из самой христианской идеи следует идеал государственного устройства именно монархического. Parce que l'idée de christianisme elle-même, elle conduit à l'idée de l'État monarchique. И из христианства же следует идея ценности нации. Et le christianisme aussi nous propose l'idée de l'unité de la nation. 3 уровня, да, малая церковь – это семья. Il y a 3 niveaux. À ce propos, on peut parler du petite église, entre guillemets, c'est notre famille, le cocon familial. Средняя церковь – это нация. L'église moyenne, c'est la nation, moyenne de taille, c'est la nation. И третья – это большая церковь, это общехристианская общность, христианская общность. Et la grande église, c'est l'église qui nous réunit tous, enfin, en tout cas dans le monde du christianisme, c'est le christianisme. Поэтому еще со времен французской революции, она великая, C'est pourquoi, depuis la grande révolution française, мы знаем прекрасно, что наши противники, мы их называем силами зла, они провозгласили лозунг против алтарей и престолов. Nous savons que nos adversaires, que nous appelons les forces du mal, ils interdisent l'Église, en quelque sorte, et le trône, enfin, la monarchie. Это были первые мишени, по которым наносили удар вот эти вот силы, которые стоят за левыми в основном движениями. Voilà, c'était les premières cibles de ces mouvements qui sont menés par des forces gauches, la plupart du temps. И несмотря на, казалось бы, разницу между ультралевыми коммунистами и либералами, это, по сути дела, 2 руки одного монстра. Sans vouloir confondre et en voyant tout à fait la différence au première vue grande entre les communistes extrêmes, les extrêmes gauches et les libéraux, pour nous, ce sont les mêmes forces. Ce sont les 2 mains de la même force. Силы зла всегда в истории действовали 2 руками. Les forces du mal dans l'histoire toujours agissaient avec les 2 mains. Как в масонстве существует 2 ветви, разрушительная и созидательная, так, но это 2 руки одного существа, так и в движении политическом тоже существует такое разделение. Dans le mouvement maçon, il existe aussi 2 branches, celle qui crée et celle qui détruit. Dans tous les mouvements et dans le mouvement que je viens de mentionner, il existe aussi 2 forces, 2 branches ou 2 bras. Это я говорю к теме нашей конференции. Donc,
Ça, je touche au sujet de notre conférence en disant cela. Поскольку мы обсуждаем сейчас влияние банковского капитала на ситуацию в Европе. Parce que je propose maintenant de considérer l'influence du capital des banques sur la situation actuelle. Банковский капитал – это как раз та ценность и то занятие, которым занимается именно силы зла. Ce sont les forces du mal qui gèrent le mouvement banquier des capitaux. Природа банковского капитала именно заключается в том, что он имеет свойство как паразитировать на экономике, что, в общем-то, является страшным. La nature des capitaux des banques a comme caractéristique essentielle, c'est la manière d'existence parasitaire sur des productions. Elle n'est pas productive, elle existe de façon parasitaire. И именно его природа требует универсальности всего окружающего мира. Природа банковского. Donc cette nature même des capitaux exige l'universalité. И именно от него исходят идеи мультикультурализма. Ce sont les idées du multiculturalisme, универсализации наций, l'universalisation des nations и пропаганда единого универсального языка. L'abolition des frontières et la propagande d'une langue unie. Коим он избрал английский. C'est la langue anglaise qui a été sélectionnée. Поэтому природа этого капитала требует полного уничтожения наций, границ, национальных государств, языка, культуры Et en résumé, donc, и религии. ce que nous venons de souligner, la nature même des capitaux et des banques et de leur développement nécessite et exige l'abolition des frontières, donc l'abolition des nations, des indépendances, des langues propres à chaque nation, et des États et des cultures, bien évidemment. Но самое страшное заключается в том, что этот капитал приобрел сейчас диктаторские полномочия. Le pire, c'est que les capitaux maintenant ont acquis des puissances et des pouvoirs des dictateurs. Ils dictent leurs règles. То есть ему не нужна не Европа наций, а ему нужна Европа потребителей. Donc les capitaux et les banques aujourd'hui exigent l'Europe des consommateurs, pas l'Europe, pas une Europe des nations. А в идеале Европа электронных работ. C'est-à-dire, idéalement, il souhaiterait l'Europe des esclaves électroniques. То есть именно банковский капитал создал новое рабство с помощью такого инструмента, как кредит. Ce sont les banques qui ont créé une nouvelle forme de l'esclavage sous la forme des crédits. Это своеобразный социализм, такой банковский электронный социализм. C'est une sorte de socialisme bancaire des capitaux. Требующий полного контроля за обществом. Qui exige et qui propose et qui exerce le contrôle total sur la société. И встает вопрос, как мы можем сопротивляться этому давлению. La question se pose comment nous pouvons résister à cette pression. И если мы поддадимся его влиянию и не будем возвращаться к нашему традиционному христианству, то шансов на спасение у нас нет. Si nous succombons sous cette pression et si nous n'allons pas nous accrocher, nous revenir plutôt vers nos sources et racines chrétiennes,
nous allons perdre cette bataille. Поэтому помимо возвращения к традиционному христианству, нам необходимо, безусловно, еще и координировать наши усилия. Donc, en plus de notre attention de revenir, et bien évidemment nos actions pour revenir au christianisme initial, à nos racines, nous avons besoin d'être solidaires. И в рамках вот этой вот идеи мы, как вот русское имперское движение, сейчас начинаем кампанию, которая называется «Последний крестовый поход». Et donc, dans le cadre de ces idées que je viens de vous exposer, notre mouvement commence et propose un mouvement que nous appelons le dernier mouvement chrétien. Мы проведем конференцию с этим же названием летом и разгласим приглашение присоединиться к этому движению с этим названием «Последний крестовый поход», который освободит Европу от иноземного засилия. Cet été, nous allons organiser une conférence avec, bien évidemment, comme idée de discussion ces derniers mouvements chrétiens, cette marche chrétienne. Et nous allons vous y inviter et vous proposer de vous unir à nous. То есть мы приглашаем присоединиться к единому движению солидарности европейских наций, поскольку мы все ощущаем опасность, которая нависла над Европой сейчас, над нашими народами. Nous vous appelons à être solidaires, à vous unir, à vous joindre à nous pour résister et faire opposition à ce danger que je viens de citer. Le danger pour toute l'Europe. Merci. Je vous rappelle également, puisque notre camarade russe vous a parlé de la nécessité de ne pas oublier nos racines chrétiennes, que nous sommes à la veille du deuxième dimanche de mai et que donc demain matin, les militants du nationalisme non renié, du nationalisme français, du nationalisme fidèle à Charles Maurras et à toute la pensée de Charles Maurras, pas fidèle à un Charles Maurras édulcoré, défileront dans Paris en l'honneur de la sainte de la nation française, de cette pucelle d'Orléans, de cette jeune fille qui, alors que la situation semble être aussi désespérée qu'aujourd'hui, s'est levée dans toute son innocence, dans toute sa foi, dans toute sa volonté, est allée chercher le roi, l'a convaincu de la nature de sa mission, de la nature de son devoir, et a lancé cette croisade qui aboutira à l'expulsion de l'occupant de l'époque et à la restauration de la France de toujours. C'est important. Ce n'est pas juste une commémoration, c'est toute la mémoire du nationalisme qui vit dans le défilé de Jeanne d'Arc. Il a été imposé par des centaines de jours de prison, par des militants. Il a été imposé contre le régime républicain de l'époque, le régime antichrétien de la Troisième République. Il a été imposé pour que nous puissions continuer à honorer la mémoire de la sainte de la patrie. Vous pouvez maintenant aussi poser des questions à notre camarade russe sur la situation dans son pays, sur la situation du nationalisme en Russie, sur les évolutions du nationalisme en Russie, sur les rapports avec le régime. Je rappellerai à ceux qui se laisseraient aveugler que nos camarades russes ne bénéficient pas, contrairement à ce que certains croient, d'un régime politique nationaliste ou favorable, et qu'ils endurent aussi une répression extrêmement dure, extrêmement cruelle, et que sur ce plan, le régime russe actuel est le digne héritier des décennies de nuit communiste. Vous pouvez poser des questions à notre camarade.
quelle est la position du mouvement impérial russe par rapport aux territoires qui n'ont pas appartenu que dans des brefs mouvements historiques, ou pour des brèves périodes historiques à la Russie, et qui sont des territoires avec une majorité ethnique différente, comme par exemple la Bessarabie et pour la Roumanie, et comme certains territoires aussi qui ont appartenu à la Géorgie ou à l'Ukraine. Не совсем понятно вопрос, какие территории не принадлежали раньше России. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où pourquoi ces territoires ne sont pas considérés comme n'étant pas appartenus à la Russie auparavant. Если речь идет о территории, которую коммунисты назвали Украиной, Si il s'agit du territoire que les communistes ont appelé Ukraine, то это исконные русские территории, которые носили другое название. nous considérons que ce sont les territoires russes dès le départ qui ont eu un autre nom au départ. Если речь идет о Бессарабии, то она принадлежала Османской империи. La Bessarabie appartenait à l'Empire Osman И была освобождена Российской империей. et a été libérée От исламского ига. par la Russie. C'était une libération. О каких еще речь идет территориях? Если речь идет о Грузии, то Грузия действительно не принадлежала, территория Грузии не принадлежала России, но княжества, которые находились, маленькие государства на территории Грузии, там не было никогда единого государства. En ce qui concerne la Géorgie, les territoires, sur ce territoire, il n'y a eu jamais d'un État uni. Il y a eu des villes et avec un dirigeant à la tête de chaque ville. Ils n'étaient pas unis en État. Они были разделены между Персией и Турцией. Et c'est la Turquie et les Perses aussi, les Turcs et les Perses qui les partageaient entre eux à l'époque. Подвергались усиленной исламизации. Et donc il y a eu une influence d'islam, un forçage sur ces territoires. Вожди грузин в тот период принимали ислам и даже меняли имена на исламские. Voilà. Et sur ces territoires, il y a eu une époque où même les noms, les prénoms ont été modifiés vers les prénoms islam. Поэтому появление там России означало освобождение от исламского ига. Donc la Russie, l'apparition de la Russie sur ce territoire a signifié aussi une sorte de libération de l'islam. On les considère ainsi. Vous êtes aussi à la question. Oui. Combien les femmes russes ont d'enfants? Le taux est de combien? 7, on ne sait pas trop. Actuellement. Actuellement, combien ils donnent de naissance? Sachant que 2,1, c'est le taux de renouvellement, on sait que c'est bien en bas, et il paraît-il que Poutine a mené une politique pour relever la démographie, la natalité russe. Действительно, были такие попытки по увеличению численности путем финансового поощрения. Il y a eu des tentatives, en effet, d'augmenter le taux de naissance en Russie moderne, avec une sorte l'État proposait des compensations, des indemnités. Но эта политика распространена в том числе и на мигрантов. Oui, mais cette politique, elle aussi touche les immigrés, pas uniquement les Russes de souche. Ну, и, к сожалению, несмотря на то, что все-таки объектом были не только мигранты, но и русские
тем не менее сейчас финансовая составляющая очень уменьшилась. То есть, да, то есть эти средства, они уже не являются эффективными. Donc, du coup, les finances prévues pour financer cette campagne ont été diminuées par le gouvernement. На сегодняшний день рост, есть такое понятие «русский крест». Русский крест. Это означает движение, кривой, статистической кривой смертности и рождаемости. Il existe la notion d'une croix russe qui est renversée. Donc il y a une branche, c'est les décès, la statistique des décès et les statistiques des naissances. Sous cette forme, pas comme ça, sous cette forme. И после введения финансовых мер ситуация выправилась немножко, но на сегодняшний день снова было один, вам примерно то же самое. Oui, ça reste pareil, 1,2, ça n'a pas, et la situation n'a pas amélioré. En résumé. Семьи в основном рождают, если это русские семьи, то это в основном христианские семьи. Они рождают больше. Où les naissances ont un petit peu augmenté, ce sont des familles chrétiennes. Но, как вы, наверное, у вас такая же ситуация, что мигранты рождают больше. Oui, mais vous avez peut-être la même situation en France, que les immigrés, ils donnent plus de naissances que les Français. Je vous remercie. La dernière question. S'il vous plaît, pour les Votre organisation, qu'est-ce qu'elle prévoit contre l'invasion chinoise en Sibérie? Что ваша организация предвидит касательно вот этого наплыва китайцев в Сибирь? Наши возможности ограничены, Nos capacités sont limitées, но мы, безусловно, поднимаем целую кампанию, nous mettons une campagne, информационную, mettons en place une campagne d'information против фактической передачи Дальнего Востока китайцев. contre, en réalité, la remise de ces territoires carrément aux Chinois. Либеральный режим Путина заключил договор на аренду на 75 лет порядка 100 тысяч гектаров лесов. Il y a à peu près, le régime de Poutine a établi une, oui, le régime libéral de Poutine a mis en place une mise en location 100 000 hectares, 100 000 hectares pour une durée de 75 ans en Sibérie pour les étrangers, donc pour les Chinois. 5 € par an pour un hectare. C'est pour les Chinois, les conditions pour les Chinois. Les Russes n'ont pas cette possibilité. N'ont pas eu. Quels sont les penseurs Quels sont les penseurs qui inspirent votre mouvement, les doctrines? Et qu'est-ce qu'il faut penser d'Alexandre Dugin? Dugin, qui inspire le mouvement? Qui sont vos modèles? Modèles. Les penseurs D'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'Alexandre Dugin? И что второе, что вы думаете о Александре? У меня вопрос будет, а к какому братству он принадлежит? Может, он скажет, да. Il y a une question.
Vous appartenez à laquelle fratrie? Catholique. Есть там лефевристы и лефевристы. Il y a des lefévristes Yeah. et pas et vous êtes Лефевристы. Merci. Значит, по поводу, кто нас вдохновляет, Qui vous inspire? у нас есть духовные учителя, теоретики, навряд ли они известны вам, это Тихомиров. Nos grands pères, qui sont nos professeurs, on pense que vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais je vais les citer. Premièrement, Tikhomirov, Ilyin, Меньшиков. Ну, можно назвать много фамилий. Это русские теоретики, Ce sont les théoriciens russes которые обосновали вот нашу глобальную теорию. qui ont fondé, qui ont les fondateurs de notre théorie globale. Которая сейчас выражена в нашем лозунге. Et notre théorie qui est maintenant représentée dans notre emblème et notre slogan. Нашего движения лозунг сегодняшнего дня – это Бог, Царь, Нация. Notre slogan aujourd'hui, c'est Dieu, Tsar et la nation. Я уже отвечал в прошлый раз по поводу Дугина. J'ai déjà répondu l'année dernière par rapport au Dugin, ce que j'en pense. Дугин не является националистом. Pour moi, M. Dugin n'est pas un nationaliste. Он является так называемым евразием. Il est, je dirais, un eurasien. Non, eurasien. Не религиозный. Non, c'est un mouvement politique, pas religieux. Но религиозный. Ce n'est pas un mouvement religieux, c'est politique. Un eurasien, c'est un mouvement politique. Enfin, il appartient à un mouvement. Основной идеей которого является противостояние между Евразией и атлантизмом. Donc l'idée principale de ce mouvement-là, c'est de s'opposer, l'opposition de l'Eurasie à l'atlantisme. Но мы не имеем к этому никакого отношения. Это, по сути дела, интернациональная теория. Donc c'est une théorie internationale, nous n'avons aucun rapport avec ce mouvement. Там нет ценности нации. Ils n'ont pas la nation et le christianisme comme la plus grande valeur. Comme la valeur. Je voudrais préciser, n'oubliez pas qu'en 1876, la Russie est intervenue contre l'Empire ottoman pour libérer du joug islamique une partie de la Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la Bessarabie. Et malheureusement, ce rapport d'amitié orthodoxe a été altéré par l'occupation soviétique de l'après-guerre de 1944. Oui, n'oublions pas aussi que c'est le roi de Roumanie qui a déclaré la guerre et a franchi la frontière pour aller vaincre les troupes turques à Pleven. N'oublions pas non plus qu'il existe toujours une ville à reconquérir par tout le monde. Cette ville s'appelle Constantinople. C'était la capitale de la chrétienté et c'est un sujet qui ici doit unir tous les nationalistes de Brest à Vladivostok, de Chypre au Cap Nord. Je crois que notre camarade Radou voulait poser une question. Quel est votre rapport à Alexandre Solzhenitsyn et en principal aux œuvres qu'il a écrites après son retour en Russie, après les années 90? Как вы относитесь к Александру Солженицыну и к тем его трудам, которые он написал после возвращения в Россию? Ну, не знаю, Ну, безусловно, Александр Солженицын является выдающимся борцом с коммунистическим мигом.
Sans doute, Alexandre Solzhenitsyn il était en premier rang de la lutte contre le communisme avec le monde communiste. Но он не политик. Mais il n'est pas un politicien, non politique. Он писатель. Il reste écrivain. Как говорят у нас, властитель дум. Donc nous, on appelle des écrivains, surtout des grands écrivains, ceux qui possèdent nos pensées et qui ont le pouvoir sur nos pensées, nos idées. То есть он в основном оперирует эмоциями. Donc il opère sur nos émotions plus que autre chose. Это очень хорошо. Ce qui est très bien en soi. Но к политике не имеет никакого отношения. Mais elle n'a pas de rapport avec la politique. Comment votre mouvement en Russie perçoit le judaïsme politique? Мы являемся консервативной христианской организацией. Nous sommes une organisation conservative chrétienne. Естественно, как христианская организация, мы понимаем, что есть враги нашего Бога Иисуса Христа. Et en tant que chrétiens, nous réalisons qu'il existe des ennemis de Jésus-Christ. Поэтому отношение к врагам нашего Бога однозначно может быть. Donc notre rapport avec les ennemis de notre Dieu est assez évident. Но если речь идет о политическом влиянии, то здесь, безусловно, крайне негативно относимся к этой деятельности. En ce qui concerne sur le plan politique, si on parle du plan politique, nous considérons comme quelque chose d'extrêmement négatif les agissements sur le plan politique de cette aile. В иудаизме имеется много течений. Donc, le judaïsme a plusieurs mouvements en soi, courants. Одно из самых опасных течений – это любавичский Хаббат Любавич. Хаббат Любавич. Это направление. Donc, un des mouvements courants les plus dangereux pour nous, c'est Хаббат Любавич. Это одно из самых опасных. C'est le plus dangereux, un des plus dangereux pour nous. Потому что оно проповедует не сионизм, то есть собирание всех евреев в одном месте, а противоположные идеи. Parce que eux, ils appellent pas au sionisme, c'est-à-dire de l'union de tous les juifs, mais au contraire. То есть они проповедуют идеи, что евреи должны находиться во всех странах. Donc, ils appellent au fait que les juifs doivent vivre, se situer dans tous les pays, dans chaque pays. И иметь там полную власть. Et avoir la puissance absolue dans chaque pays. К сожалению, в России это движение, именно вот это течение, имеет самое экстремистское течение, оно экстремистское, да, оно имеет большую власть над правительством России. Et malheureusement en Russie, ce mouvement extrémiste a un grand pouvoir en Russie, sur le gouvernement. J'aurais une question à poser à notre camarade russe. Justement, quelle est la situation des militants nationalistes, et notamment des militants du mouvement impérial russe, face au gouvernement actuel, et y a-t-il une répression antinationaliste en Russie? Ну, я говорил, что организации нашего правого
консервативного спектра осталось практически из легальных только 2. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous sommes très peu, il ne reste que 2 organisations qui ont survécu en Russie, en tout cas de cette branche de mouvement droit. Большинство организаций были просто запрещены. La plupart des organisations ont été interdites en Russie. Мы находимся под давлением, и нам запрещают проведение публичных акций. Nous sommes sous la pression, nous n'avons pas le droit, donc les actions publiques, les marches, les démonstrations sont interdites pour notre mouvement par le gouvernement. То есть на улицах мы не можем. Nous n'avons pas le droit, on ne nous laisse pas défiler dans la rue. Мы можем проводить мероприятия только в закрытых помещениях. Nous pouvons nous réunir uniquement dans des lieux fermés et sous contrôle. Принимаются судебные решения о приостановлении деятельности нашей организации в каких-то местах. Временное приостановление деятельности. Временное, да. Il y a eu des décisions de la justice, entre guillemets, puisque on sait d'où ça vient, de arrêter notre existence sur certains territoires, dans certaines villes du pays. Par exemple, nous avions une interdiction d'exister pour 1 mois, ensuite qui a été levée, soi-disant par la décision de la justice. Привлекаются различные контрольные ведомства, пожарные, санитарные инспекции. Il y a beaucoup de façons de nous empêcher d'exister. Par exemple, un contrôle des pompiers qui interdisent, qui trouvent qu'on n'est pas en règle, etc. Ce genre de sanctions. Ну и наши издания вносятся в список, например, экстремистских, что запрещено к распространению. То есть такой список. Не все, но периодически. Какой-то из изданий вносится в список экстремистов. D'accord. Et nos publications, nos revues, nos brochures, régulièrement, systématiquement, pour certaines périodes, sont interdites et considérées, annoncées par le gouvernement comme interdites sur le territoire du pays. Ну и совсем недавно они заблокировали наш основной сайт. То есть запрещено к просмотру на территории РФ. Oui, et tout récemment, notre site internet était bloqué, bien évidemment aussi, sous la direction du gouvernement, et sur le territoire de la Russie, et il est impossible d'accéder à notre site, tout simplement. russimperianinfo.com. Vous pouvez le consulter de l'étranger, et les Russes n'ont pas accès à ce site. Il a été bloqué. Le serveur a été bloqué. С территории РФ зайти в него можно только через VPN. VPN анонимация. Si sur le territoire russe, dans le pays, on peut y accéder uniquement à travers une plateforme spécifique qui s'appelle VPN Anonymizer. C'est une application. И практически все националистические сайты тоже по. Et pas que nous, tous les sites de nationalistes russes sont bloqués, sites internet, à peu près pareil. Je remercie notre camarade Stanislas Voroviev qui nous a présenté le nationalisme russe et le mouvement impérial russe. Je vais maintenant céder la parole à notre camarade Hervé Van Laten qui représente le mouvement Nation, dont vous pouvez admirer la bannière derrière nous, mouvement belge, vieux compagnon de route du nationalisme français, vieux compagnon de route de l'œuvre française, vieux compagnon de route maintenant du Parti nationaliste français, qui va nous parler bien évidemment de la situation outre-Kievrin dans le pays des fils et bons. Je vais peut-être le faire ainsi parce que je vois que... Ah, voilà, ça va, ça va. Ah, ça va, ça vient? Oui, hein?
Bon, bonjour à tous. Ma conférence commence mal, puisqu'on me dit que je suis vieux. Enfin, bon, on en parlera tantôt. Alors, moi, avant tout, je voulais dire que j'organise aussi beaucoup d'activités, donc je connais la difficulté d'organiser des activités comme aujourd'hui, et je sais tout le travail et tout le courage qu'il faut pour l'organiser. Et donc, en tant qu'invité, moi, je pense que je voulais faire un petit salut à tous les gens qui ont travaillé pour que cette activité se réalise aujourd'hui. Et je voudrais évidemment faire un salut particulier au grand coordinateur de cette activité, qui est Yvan Benedetti, dont la fidélité en politique et en amitié n'est plus à affirmer, puisque tout le monde la connaît. Et je pense que pour les organisateurs et pour Yvan Benedetti, ce serait bien que vous les applaudissiez. Merci. Alors, moi je ne suis pas un grand orateur, je vais donc essayer de ne pas la faire trop longue. Parler de l'Europe. Alors, comment peut-on parler de l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'Europe? Qu'on la voudrait évidemment la plus unie possible, pas dans le cadre de l'Union européenne bien entendu, qu'on la voudrait la plus forte possible, qu'on la voudrait enfin, et bien évidemment, la plus européenne possible, si vous voyez ce que je veux dire. Une Europe dont on voudrait que, lorsque la flotte américaine enverrait ses bateaux quelque part pour faire pression sur une situation géopolitique, eh bien, elles sont en état d'envoyer sa propre flotte de guerre pour contrebalancer la présence américaine. Mais avant tout, quelle sorte d'Europe voulons-nous? Nous ne voulons évidemment pas de l'Union européenne telle qu'elle existe et qu'elle fonctionne aujourd'hui. Nous voulons une autre Europe, notre Europe. Alors, il y a toujours ce débat cornélien sur l'Europe des peuples ou l'Europe des patries. Pour notre part, nous défendons le concept d'une Europe des peuples et des patries, sur le concept des poupées russes, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous pensons que nous appartenons avant tout à un peuple, ceux ou ces peuples appartiennent à un État légal, et ces États appartiennent, dans notre cas, à un ensemble civilisationnel qui s'appelle l'Europe. Tout ceci, bien évidemment, dans le respect des droits des peuples, des droits politiques, mais aussi culturels et linguistiques. Mais nous pensons que face au mondialisme, il nous faut nous rassembler en entités fortes. Les mondialistes aimeraient faire en Europe ce qu'ils essaient de faire au Moyen-Orient. La diviser en créant de micro-États qu'il sera plus facile de manipuler par après. Et à propos, je pense que notre camarade Alberto va en parler tantôt, mais pour éviter tout malentendu, autant j'ai de l'estime pour ceux qui ont combattu pour leur peuple les armes à la main, même si je ne partage pas les idéaux. Je ne peux pas avoir de l'estime pour l'Iran, je ne peux pas avoir de l'estime pour le FLNC. Mais c'est insupportable, pour lequel j'ai le plus grand mépris, c'est cette union des gauchistes et d'une certaine bourgeoisie catalane. Une union qui joue à la victime, alors qu'ils n'ont eu au pire qu'à subir quelques coups de matraque. Et qu'ils ne le font pas pour leur peuple, ils le font soit par revanche antifasciste, soit pour des raisons économiques. Toute cette pantalonnade étant d'ailleurs soutenue par les médias au solde des forces mondialistes. Mais revenons à l'Europe tout entière. Alors, il y a ce que nous aimerions que l'Europe soit, dont je viens de parler, et puis il y a ce que l'Europe est devenue. Il y a un site qui s'appelle Zentropa qui un jour avait publié une affiche qui était très parlante. On voyait d'un côté des soldats des années 40, de toutes les armées, des soldats européens, et puis on voyait une photo avec les ectoplasmes qui servent de jeunes aujourd'hui. Et la question c'était, mais que s'est-il donc passé? Et ça c'est la bonne question. Nous, tout autour de nous, nous connaissons ces ados qui regardent Secret Story comme hypnotisés. Alors je vais être pendant quelques secondes peut-être un peu grossier, mais c'est beaucoup moins vulgaire que ce genre d'émission. Et pour ceux qui connaissent, je sais personne ne regarde, mais je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui connaissent quand même, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est quand on voit nos jeunes, nos adolescents, qui sont hypnotisés devant cette émission de télé, qui pleurent parce que Kevin Trou-du-Cul a été éliminé, ou car la stratégie de Yasmine Jolafiotte n'a pas fonctionné, qui se passionnent pour la rupture entre la charmante Bimbo, sa mère la pute,
et le beau mec brosse à chiottes, appelé ainsi à cause de sa coupe de cheveux. Ces adolescents qui vous font une descente d'organes quand vous osez changer de chaîne pour regarder le journal télévisé et qui vous disent « Ah ben les infos, mais c'est nul !» Ces petits merdeux et merdeuses, hein, vous voyez, je ne suis pas sexiste, qui connaissent par cœur les chansons de M. Pokora, mais pas celles de leur hymne national, tant qu'on sait qu'M. Pokora c'est à la musique ce que la pédophilie est à l'amour. Et là, on voit l'objectif du système qui est en cours de réalisation. La création du producteur-consommateur lobotomisé et sans identité, qui ne cherchera jamais à mettre le système en question, tant qu'il a un minimum de pain et de jeu, et même surtout de jeu. Alors, que faire, comme dirait Lénine? Bien, moi je pense que toutes les tendances de notre mouvance ont une part de la réponse. Il y a les adeptes de la métapolitique, il y a les activistes, les spécialistes de l'occupation sociale, les branchés de l'anti-impérialisme, les gens qui participent aux élections. Nous avons tous une part de la solution. Sauf un aspect. Parce que dans notre camp, certains pensent qu'il faudrait profiter des partis populistes. D'autres, dont je fais partie pour que les choses soient claires, pensent que l'expérience a suffisamment montré qu'il n'y a rien à attendre des partis populistes. Car ils veulent juste améliorer le système, alors que je pense qu'il faut en changer purement, simplement et totalement. Je dirais même que les partis populistes servent le système, puisqu'ils sont là pour empêcher que la cocotte minute du mécontentement populaire n'explose vraiment. Ce que nous devons faire au niveau européen, c'est pas essayer de jouer aux populistes, c'est collaborer, enfin, je sais que c'est un gros mot, mais c'est collaborer entre nous, c'est échanger nos expériences, c'est nous entraider, c'est faire circuler l'information, c'est créer des réseaux pour des actions soit ponctuelles, soit à long terme. Il faut être unis sans être forcément confondus. C'est la seule voie contre le système si puissant que nous combattons. Ce système politico-médiatico-financier, qui n'est rien d'autre qu'une mafia mondialiste, génératrice de tous les maux que nous connaissons, immigration massive, drogue, destruction des identités et des frontières, disparition de toute valeur saine, les guerres, le terrorisme, etc., etc. Cette mafia, dont le seul but est le profit, et pour cela, elle essaie de créer le mot consumérus parfait, juste bon à produire, à consommer, et, pour citer les 68 arts, à jouir sans entrave. Mais surtout, pas enclin à se rebeller. Bref, à être un esclave assez content de sa condition. Et pour réaliser ce plan, ils ont besoin de faire disparaître les identités, et en particulier celle de l'Europe. Car nos ennemis savent ce que l'identité ancestrale de l'Europe recèle en elle-même comme idéal, comme valeur, comme esprit de liberté. Bref, tout ce que détestent les adeptes de l'argent roi. Alors, un peu de doctrine, ça ne fait pas de mal, je trouve, et ça aide à se positionner de manière un peu plus claire et un peu plus efficace. Et je vais rapidement citer deux personnes qui sont considérées comme des penseurs de notre camp. C'est Dominique Venner qui avait écrit dans les années 60 pas un livre, mais enfin un essai qui s'appelle « Pour une critique positive ». Un livre qu'il a écrit quand il était en prison suite à ses activités dans l'OS, mais qui est vraiment encore d'actualité d'aujourd'hui. Et il y a deux points, il y en a plein d'autres, mais il y a deux points que je retire ici. Venner disait que l'ennemi numéro un, c'est le système. Le point numéro 2, c'était tout ce qui vient du système est suspect, comme les partis populistes. L'autre personne dont je vais parler, c'est Jean Thiriard, fondateur de Jeune Europe. Lui, il parlait d'un parti américain. Mais il ne parlait pas d'un parti américain hiérarchisé comme on connaît les partis. Il parlait d'un parti transversal. Selon lui, il y avait un parti américain qui était présent dans tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Aujourd'hui, on pourrait remplacer ça par le parti mondialiste. Mais on le voit, de l'extrême gauche à une certaine extrême droite, eh bien, il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins franches, défendent et amènent toujours aux théories mondialistes. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit lorsqu'on pense
à des stratégies. Je pense aussi qu'il faut se méfier des vedettes médiatiques du moment. Je pourrais citer quelques exemples, mais plusieurs exemples, j'en citer 2, 3. C'est le FPÖ. Le FPÖ, c'est le parti qui est au pouvoir en Autriche maintenant, parti de droite, d'extrême droite, disent certains, qui nous disent, vous voyez, eux ils ont compris, hein, ils ont fait semblant, maintenant ils sont au pouvoir. Oui, ils sont au pouvoir. Et quoi? Vous avez entendu parler de masse d'expulsion en Autriche? Enfin, d'Autriche? Non. Parce que le FPÖ est au pouvoir, voilà, et rien ne se passe. Le président actuel du FPÖ est allé à Jérusalem lécher le mur de lamentation. Quand j'ai léché, je pense que de tous les chefs d'État qu'il y avait, c'est lui qui a été le plus collé au mur. Enfin, il sera un jour collé au mur, mais pas de la même manière, c'est un autre débat. Jörg Haider, une figure de la droite populiste, dont je rappelle qu'il est mort au volant de sa BMW série 7 à la sortie d'une boîte gay. Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, assassiné il y a quelques années, paix à son âme, ça c'est pas le problème, mais tout le monde sait qu'il était homosexuel, et que son vrai problème avec l'islam, c'est que c'était moins facile de se taper des petits Marocains de 12 ans. Geert Wilders, qui a passé sa jeunesse dans des kibboutz israéliens, et qui fréquente plus souvent l'ambassade israélienne que des bars gays, et pourtant il en fréquente, hein. Last but not least, c'est en Suisse. Vous savez, il y a une sorte de chanteur country là, qui a essayé de faire la politique, qui s'appelle Fresinger, qui aussi, il n'aime pas les islamistes, ça je n'en doute pas. Mais qui, quand il a été au pouvoir, a fait interdire une réunion où devait parler un militant de Casa Pound. Vous voyez à quoi ça sert les populistes au pouvoir? Ça sert à être encore plus répressif contre les nationalistes pour faire oublier que vaguement ils étaient un tout petit peu de droite. Moi je pense que les vraies vedettes, ce sont les courageux et fidèles militants de notre mouvance, comme les gens qui sont ici aujourd'hui. Vous êtes les vedettes. Eux, ce sont des politiciens comme les autres. Parce que le problème de la droite nationale, de la droite populiste, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus de flics et moins d'immigrés. Bon, moins d'immigrés, j'ai rien contre. Mais quitte de l'injustice sociale, quitte de la précarité, de la corruption, de la pollution, de la perte des valeurs, de l'asservissement de l'Europe par rapport aux USA et à Israël. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils veulent juste arrêter l'incendie. Nous, on veut arrêter les incendiaires. Bref, je pense que ce que nous devons faire, c'est désigner l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le système politico-financier. Il faut avoir conscience que les dés sont pipés. Comme les dés sont pipés, eh bien, au lieu de jouer les règles du système, il faut renverser la table. La plupart d'entre vous, par votre parcours, par votre expérience et par votre fidélité, ben, vous savez qui est l'ennemi destructeur de nos identités. Dans le Seigneur des Anneaux, alors je ne sais pas si Tolkien l'a fait exprès, mais il y a quand même une image, vous savez, c'est Sauron, là, cette force supérieure maléfique, qui utilise des brutes décervelées pour détruire la terre du milieu. Ça vous rappelle rien. Une force supérieure qui utilise des racailles ou des machins comme vous en avez plein dans la rue pour détruire une civilisation. Moi, ça me dit quelque chose. Et en mai 68, il criait « Nous sommes tous des juifs allemands ». Enfin, ils étaient tous des juifs allemands. Et bien moi, je pense que contre le mondialisme, nous devons tous être des hobbits celtes. Alors pour terminer, je sais que c'est pas facile tous les jours, je sais que le combat est difficile, c'est de plus en plus difficile. Je pense que parmi les plus jeunes d'entre vous, peut-être vous dites « Ah, quand même, dans les années 80, 90, c'était tellement bien. » Et à mon avis, dans les années 80, ils disaient « Wow, dans les années 60, c'était tellement bien. » Il faut vous dire que vous êtes peut-être à l'aube de la révolution que les autres n'ont pas su réaliser. C'est ça qui est positif. Et puis il faut aussi vous dire une chose, c'est que à 5 h du matin, la nuit, c'est le moment où il fait le plus noir et le plus froid. Et pourtant, dans 1 heure, c'est l'aube. L'aube dorée, bien entendu. Merci. Je vous rappelle à nouveau que vous pouvez poser des questions à notre camarade Hervé Van Laten sur la situation dans son pays et sur, de façon plus large, le nationalisme et l'Europe.
Oui. J'ai une question. C'est en regardant le spectre nationaliste, que ce soit en France ou en Europe, il y a quelque chose quand même qui me semble assez contradictoire. C'est que vous voulez, on veut combattre le mondialisme, mais vous voulez devenir dans une forme autre du mondialisme. Ce qu'il faut faire, c'est que, ce que je pense que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on est dans un bloc. Et dans un bloc, pour pouvoir le détruire, on ne crée pas un autre bloc. On pulvérise de l'intérieur. La meilleure façon de combattre ce système, c'est tout simplement que chaque peuple retrouve sa véritable identité. C'est-à-dire que les Belges doivent devenir des Belges. C'est-à-dire que les Hollandais doivent devenir des Hollandais, c'est-à-dire que les Français doivent devenir des Français, etc. Pour ainsi pulvériser ce bloc. Et au niveau politique, par exemple, pour nous en France, c'est pareil. C'est qu'on est divisé et on nous dit que, oh non, mais le système, on ne peut pas, on ne peut jamais rien faire. Mais justement, c'est en raisonnant comme ça depuis 40 ans que ça ne bouge pas. Il faudrait peut-être avoir déjà un projet politique, une voie, s'unir pour aller affronter, comme vous avez dit, on était vraiment assis au fond, d'être en première ligne. Chose que les nationalistes ne font pas. Eh bien, bon, ben, je suis content de rencontrer la personne qui va nous mener à la victoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous êtes relativement contradictoire dans ce pays. Au début, vous dites, oui, mais vous dites que, votre question, c'est, contre le mondialisme, vous proposez d'unir et de créer une sorte de mondialisme. Et 2 minutes après, vous me dites, ce qu'on va faire, c'est s'unir. Mais de toute manière, par rapport à tout ce que vous avez dit, monsieur, je n'ai pas l'impression que c'était une question, mais c'est bien de donner votre avis. Mais en quoi est-ce que j'ai dit quelque chose d'autre? En quoi qu'est-ce que j'ai dit d'autre que ce que vous voulez dire? Non, mais vous raisonnez à l'échelle continentale. C'est exactement ce qu'ils font les mondialistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des blocs continentaux. Mais attention, mais de toute manière, bien, pour reprendre ce que vous dites, il faut à un moment combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Si aujourd'hui, on crée... Allez, pour tout vous dire, par exemple, moi, j'ai un passé militant régionaliste. Hein. J'ai toujours été pour des peuples tout court. Et puis, à un moment, je me suis rendu... Le monde a évolué. Il faut pouvoir évoluer avec le monde. Hein. Et je me suis rendu compte que c'était... Enfin, c'est mon analyse. Maintenant, moi, je ne prétends pas tout savoir, mais c'est mon analyse. C'est que les mondialistes, ça les arrange. S'ils veulent, c'est qu'il y ait, demain, un pays catalan, un pays flamand, un pays wallon, un pays de Galles, un pays écossais, un pays... Et que tous ces petits pays, eh bien, on puisse les utiliser, les manipuler les uns contre les autres, comme ils essayent de faire au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, que je connais bien aussi, ils essayent que la Syrie et que l'Irak éclatent en un pays chiite, en un pays chrétien, en un pays sunnite. Et quel sera le but? Eh bien, c'est comme ils le font déjà maintenant, un coup on aidera les uns, un coup on aidera les autres, et puis on les utilisera les uns contre les autres. Et ils veulent faire ça en Europe. Donc, mon analyse, c'est que face aux superpuissances, qu'elles soient américaines ou demain chinoises, il faut effectivement, par rapport à une politique internationale, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On envoie la marine flamande au large des côtes du Liban si un jour il y a une crise? Non, il faudra envoyer la flotte européenne. Donc ça, c'est une chose. Mais et là, on a effectivement, moi j'assume le fait que je pense qu'il faut un bloc européen contre le reste du monde. Enfin, pas contre, mais parallèlement au reste du monde. Mais la grande différence, c'est que les mondialistes, ils veulent créer un modèle de société, un modèle d'individu métissé dans une sorte d'uniforme qui ne sera pas militaire. Hein. Ce sera tous le même jeans, tous la même manière d'être habillés, on ira tous au McDo, ce sera formidable. Ils veulent créer, ce que je disais, un troupeau de producteurs, consommateurs, de gens qui n'auront plus aucune identité, plus aucune sens du, comment dirais-je, du grand, du beau, du sacrifice, etc. Le mondialisme, c'est plus que créer des blocs les uns contre les autres. Je pense que ils veulent créer un modèle de société qui est notre pire ennemi. Voilà, ça, c'est mon analyse en tout cas. Oui. Un autre des maux dont souffre le nationalisme, c'est ce que j'appellerais la maladie du jeu. La maladie du jeu, c'est la maladie qui consiste à oublier que nous faisons partie d'un seul et même mouvement, que nos intérêts sont collectifs et que nos personnalités doivent accepter de disparaître derrière ces intérêts. La maladie du jeu, c'est une maladie de l'époque, et il faut chaque jour que chacun de nous la combatte en
n'ayant conscience qu'il n'est qu'un maillon d'une seule et même chaîne. C'est quelque chose de particulièrement important qui amène à poser des questions, à être constructif et pas simplement à donner son avis ou à briller dans tel ou tel débat ou telle conférence. D'autres questions? Ah, ouais. Bon, en fait, moi, je me dis qu'il y a toutes les nations, il y a énormément de personnes, qui sont plus ou moins réveillées, même si elles n'ont pas conscience de tout. Et par exemple, aux dernières élections, il y a quand même 1 million de Français qui ont voté pour le FN. Il y a quand même, on voit toutes les nations qui rejettent ce truc, mais personne n'a agi en fait. Mais ça, oui, le problème, c'est qu'on est dans une société terriblement matérialiste. Et donc, même quand les gens ont ras-le-bol, ils veulent manifester leur mauvaise humeur, mais de la manière qui va leur coûter le moins cher. Et il est un fait, je pense qu'en France et comme en Belgique, que comment j'appelais ça, la pression sociale est importante, en particulier pour les gens qui sont dans notre camp. C'est pas facile si vous vous engagez, si vous êtes activiste, etc. C'est pas facile sur le plan social, parfois pour trouver du boulot, pour le garder. Évidemment, en France et comme en Belgique, l'extrême gauche peut faire tout ce qu'elle veut. Nous, il y a une claque qui se perd sur quelqu'un qui l'a bien mérité, on a des procès, des problèmes. Et donc, ça c'est une chose. Mais en plus, il y a la société matérialiste en tant que telle. Et donc, je pense que les gens ont peur de perdre le peu qu'ils ont, qu'ils vont perdre quand même. Ça, je vous le garantis. Mais en attendant, c'est comme ça. Et donc, le seul moment où ces gens peuvent manifester leur mauvaise humeur, parce qu'ils sont conscients, je pense, c'est au moment des élections. Mais pour le reste, effectivement, tous les gens ici qui militent depuis longtemps ont quand même, je suppose, constaté qu'il y a, c'est une chute de l'engagement militant. Maintenant, c'est aussi expliqué par d'autres choses. Il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de formidable en termes de toucher plein de gens, mais c'est terrible parce que les gens, wow, j'ai mis un like sur le poste de Nation. Wow, t'as vu, j'ai osé, je suis un vrai militant. Voilà, c'est comme ça. Par contre, pour les avoir dans une manifestation, il faut aujourd'hui envoyer un Bristol un mois avant, ce papier glacé, s'il vous plaît, et vos promesses ne seront pas interdites. Voilà, là, peut-être vous avez un peu de chance d'avoir du monde. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et ça aussi, c'est le problème. Vous savez, ici, je ne parle pas du public nationaliste, je parle du public en général, mais il y avait un dessin qui était terriblement vrai, je trouve. C'était 2 djihadistes qui venaient d'abattre... alors, il y avait tout, vous savez, des bobos, des gays, et des types avec des trucs peace and love. Et ils venaient d'en tuer 20-30 comme ça, et les 2 types se regardent, avec leur fusil mitrailleur encore fumant, et il y en a un des 2 qui dit « Hop, je voyais ça plus glorieux quand même. » Parce que c'est ça, on est devenu une population, pas ici, on est des gens en général de bisounours. Allez, je vais vous donner un exemple, parler des Belges, pour ne pas avoir l'air de critiquer les gens qui m'invitent, mais il y a 20 ans, dans notre camp, tout le monde était pour la peine de mort. C'était évident. Eh bien, maintenant, de temps en temps, il y a des gens qui votent pour nous mais qui nous disent « Ah, quand même, la peine de mort, ça, c'est un peu fort. La peine de mort, c'est un peu fort. » On a une vedette internationale d'origine belge qui s'appelle Marc Dutroux. Mais en quoi est-ce la peine de mort, mais il y a des gens qui vous le disent. Oui, mais non, on n'a pas être comme lui. Si on va être comme lui, enfin non, on ne sera jamais comme lui, mais je veux dire, voilà, un type comme ça, on le pend. Point barre. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde, même à lui d'ailleurs. Et donc voilà, eh bien, il y a 20 ans, dans notre famille politique en Belgique, tout le monde aurait dit, mais bien sûr. Et vous en avez qui commencent à dire, mais non, ta mort, ma peine de mort, c'est méchant. Voilà. Et voilà, ça c'est le drame. Maintenant, comment solutionner ça? Moi je pense que évidemment c'est pas gai ce que je veux dire, mais c'est vrai, je pense que la réalité va rattraper les gens. Et je pense qu'à un moment, ils n'auront plus le choix. Et à ce moment-là,
ils iront vers qui? Eh bien, ils iront vers les plus radicaux sans tomber dans n'importe quoi, on est bien d'accord, mais les plus radicaux politiquement, et les gens qui sont organisés, parce que quand ça va mal se terminer, je ne parle pas d'une guerre raciale, hein, elle a déjà commencé, hein, sauf qu'il n'y a qu'un seul côté qui tire. Mais quand il y aura le chaos social, quand il y aura le crash, le vrai, là les gens iront vers les gens les plus organisés. Et c'est pas au moment où ça arrivera qu'il faut commencer à se téléphoner en disant « Ah, c'est quoi encore le numéro de téléphone d'Yvan ?» Non, non, c'est maintenant qu'il faut les organiser. Moi, j'espère que ça se passera politiquement, qu'on pourra changer les choses politiquement. Mais il faut aussi se dire que peut-être ça ne sera pas le cas. Et là ben, les gens, ils n'auront plus rien à perdre puisqu'ils auront tout perdu. Mais là, ils auront besoin de ce qu'on appelle une avant-garde révolutionnaire. Vous mentionnez un mot, métapolitique. Qu'est-ce que ça? La métapolitique, ce sont les gens qui, et c'est très utile, estiment qu'il faut faire une analyse politique de tout et former les gens à la politique. C'est-à-dire, un exemple, vous pouvez voir le conflit syrien uniquement entre les djihadistes et un régime qui est contre un régime laïque. En fait, ce qui se passe en Syrie est beaucoup plus ample que ça. La guerre, si c'est passé en Syrie, est arrivée pour plein de raisons. Et pas uniquement parce qu'il y avait une rébellion djihadiste. Pour des histoires de gazoduc, pour des histoires de géopolitique. Par rapport à l'existence d'Israël, on peut... Désolé, ça va pas. Et donc, tous ces facteurs-là, les expliquer, ou parler de philosophie politique, c'est un exemple, hein, eh bien, c'est faire de la métapolitique. C'est dire, attention, ce qui se passe en Syrie, il y a plein de raisons. C'est les expliquer, essayer de les comprendre. Ça peut aussi être de la philosophie politique. Voilà. C'est la métapolitique en général, hein, je résume. Hein. Oui. On a eu des grandes manifestations en France dans le cadre de la Manif pour tous. On n'a pas réussi à la durcir, à la radicaliser. Qu'est-ce que vous proposez postérieurement, qu'est-ce que vous auriez proposé comme méthode d'approche? Là, on avait du monde dans la rue, on n'avait pas uniquement 11 millions de personnes qui s'étaient levées un dimanche pour aller mettre un petit bout de papier dans leur urinoir, mais il y avait des centaines de milliers, et pendant 3 ans, qui ont dépensé cher pour venir de province, à Paris, etc. Et ça a débouché sur rien. Mais ça, vous doutez bien que ça n'avait pas débouché, mais nous, on n'a rien fait, on n'a pas été capable. On n'a pas été capable d'orienter, de radicaliser le mouvement. Qu'est-ce que vous auriez proposé à l'époque? Donc, comme je ne connais pas donc les tenants et les aboutissants de la scène française, il y a ce que j'en ai entendu. Et pour la petite histoire, il y a des jeunes de nation qui de temps en temps faisaient le déplacement jusque Paris. Donc voilà. Mais moi, je vais parler en général. Je pense que c'est toujours le principe de si on a à 100 000 manifestants, ils amènent 300 policiers. Si on a 1000, ils en amènent 3000. Si on a 10 000, ils viennent avec l'armée. Et ça durera tant que le système sera en état de faire face, soit en nombre de forces de répression, soit en termes de financement, tout ça, de pouvoir tenir. Je pense que la seule solution, et je ne vais pas reprendre un truc de syndicaliste, mais quand même, c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire que le jour où le système aura un problème, pas contrôler la manif pour tous, c'est un problème. Si dans la même période vous devez contrôler la manif pour tous, un grand mouvement social, problème avec les étudiants, à un moment, voilà, le système, il ne sait pas faire face à tout. Et ça, c'est peut-être le drame de la mouvance nationale en particulier. Et ce sera, je pense, si un jour on va faire un procès, enfin, ou faire le compte de certains qui ont eu des opportunités politiques, financières, dans les années 80 et 90, comme vous dites par chez vous, souvent on dit 90, donc entre les années 80 et 90, ce sont les gens qui auraient dû construire des choses
profondément dans la société. Quand vous avez 30 députés, quand vous avez de l'argent, plus savoir qu'en foutre, il ne faut pas seulement aller aux élections. Il faut, entre les deux élections, construire des choses. Et si dans un grand parti électoral, vous devez avoir, c'est ce que François Duprat, pour ceux à qui ça dit quelque chose, voulait faire, quand dans un grand parti électoral, vous avez une structure révolutionnaire à l'intérieur, elle peut construire des outils pour que plus tard, le jour où arrive ce genre de choses, qui sont souvent plus spontanées qu'on le pense, eh bien, elle puisse émerger sur quelque chose. Moi, je pense que la manif pour tous, toute seule, ben oui, elle avait vocation à défouler les gens, à faire un bon coup, mais à ne pas avoir le lendemain. Si, je ne crois pas au spontanéisme, je ne parle pas de la peinture, je ne pense pas au spontanéisme en politique. Quand des choses bien arrivent comme ça, s'il n'y a pas, au départ, ou en tout cas, n'arrive pas très vite, quelque chose d'organisé de manière révolutionnaire pour l'encadrer, on va à l'échec. Donc ce qu'il faut faire, c'est, je pense, essayer de construire, évidemment, toute une série de structures, dont une structure électorale, mais il faut que dans ces structures électorales, lorsqu'elle a des moyens, eh bien, elle se donne les moyens, justement, de construire d'autres outils. Parce que, comme je dis parfois pour rigoler, on doit y arriver par tous les moyens, y compris les moyens légaux, mais on n'est pas obligé de passer par les moyens légaux. Mais il faut qu'il y ait un rapport de force qui, pour l'instant, on est toujours en notre défaveur. Voilà. Chers camarades, juste un petit mot, si je peux me permettre, parce que c'est une question qui est importante, et un échec récurrent en termes d'action. La manif pour tous, il fallait déjà faire ce que nous avons fait pendant la manif pour tous, c'est-à-dire dénoncer les causes et pas les conséquences. C'est-à-dire que le mariage homosexuel, la légalisation de l'accouplement sodomite et saphique, c'est la conséquence d'une politique antifamiliale du système depuis de nombreuses années. Ce n'était qu'une loi de plus et nous en aurons d'autres, c'est-à-dire c'est l'ouverture à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui, c'est-à-dire à la commercialisation des ventres et des embryons, l'horreur absolue. Le problème est toujours le même. Vous avez vu ce qui est marqué là, c'est les révoltes à la révolution. Les révoltes sont stériles, la révolution est salvatrice. Donc toujours contester le système et pas les conséquences d'une politique du système, et revenir à l'origine du mal, ce que ne faisait pas du tout la manif pour tous, et pire que ça nous conduisait dans l'impasse, puisque ça reprenait les codes de la subversion du système, avec les chars, les ballons roses, les petits maillots bien propres sur soi-même, qui sont utilisés par la Gay Pride et par la subversion pour détruire justement toutes les politiques familiales. C'était une erreur considérable, et nous le disions à l'époque. On disait, taisez-vous, il faut arriver à une première étape, c'est-à-dire à empêcher que la loi se fasse pour aller plus loin, alors qu'on savait très bien qu'une fois que la loi serait votée, il y aurait une démobilisation. Ensuite, c'est malheureusement simple. Vous regardez dans l'histoire des civilisations sur toutes les latitudes et à tous les moments, pour qu'un changement de régime arrive, qu'il soit profond, il faut la convergence de deux choses, une situation révolutionnaire avec une minorité révolutionnaire, avec un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la situation révolutionnaire, la minorité, en tant que minorité, n'est pas assez forte par rapport à un système surpuissant, tel que c'est aujourd'hui le cas, pour déstabiliser ce système, et si vous avez une période révolutionnaire sans la minorité révolutionnaire, on arrive à ces échecs qu'on a connus tout au long de notre histoire, nous, que ce soit le 6 février 1934, ou que ce soit le soulèvement militaire, on parlait de l'Algérie, le soulèvement militaire, ou la journée des barricades, ou l'OAS, l'affaire algérienne, a connu de nombreuses situations où nous étions en position de renverser les choses et de prendre le pouvoir, et ça n'a pas été fait parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes méthodes et qu'il n'y avait pas cet outil révolutionnaire où il n'a pas réussi à s'imposer, puisque les nationalistes existaient à travers Jeunes Nations. Donc la manif pour tous, c'est encore une période d'échec parce que, on ne va pas à l'origine du mal et on ne conteste pas le système, toujours, et on s'en tient aux conséquences, et deux,
parce qu'il n'y a pas cet outil révolutionnaire qu'il faut créer, mais on sait par expérience que ce n'est pas en période de paix civile que se constitue l'outil révolutionnaire, mais dans les périodes de troubles. C'était une question assez importante. Je voulais intervenir là-dessus. Merci, ami. Je vais maintenant vous lire un message qui nous est envoyé par notre camarade Irène Dimopoulou, directrice du journal Embros, en avant en grec, journal du mouvement Aube Dorée. Irène n'a pas pu se déplacer, mais nous assure bien évidemment de son entier soutien. Je vous lis son message. Chers camarades, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, le meilleur. Ce n'est plus un roman dystopique. Nous vivons dans cette dictature. Nous y vivons depuis des décennies et en plus, nous, qui pouvons faire ce constat, nous continuons à jouer son jeu et nous sommes aussi superflus pour croire que nous pouvons gagner. C'est un jeu de monnaie. Voilà une pièce de monnaie. D'un côté, vous avez la tête de Marx. De l'autre côté, la tête de Rothschild. Vous ne pouvez pas gagner à ce jeu. Il y en a quelques-uns qui croient qu'ils peuvent tricher. Peut-être qu'on peut en profiter pendant quelques temps, et nous devons certainement le faire, car c'est nous qui payons le prix de leur jeu. Mais quoi que nous fassions, ce ne sera pas assez pour gagner, et gagner, nous avons, si nous voulons survivre, la nécessité. Créer et vivre. Hitler en Allemagne, Metaxas en Grèce sont tombés de leur entourage et de leurs propres illusions qui les ont convaincus qu'ils pourraient servir deux maîtres, celui de leur poche comme celui de leur pensée. Non, cela ne peut pas se faire et cela ne peut pas se faire pour longtemps. Nous, chers amis européens, nous devons gagner car celui qui gagne, c'est celui qui écrit le récit historique. Nous l'avons vu récemment avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quoi que nous disions, quoi que nous écrivions, quoi que nous fassions, ce sont les gagnants qui jouent la musique et nos peuples marchent à son rythme en courant ou en trébuchant. Nous devons vaincre et nous n'arriverons pas à la victoire si nous ne mettons pas à table notre propre jeu, nos propres règles. Règle première, notre indépendance financière. On ne peut pas être libre si on est le serviteur de son égoïsme, de son maître, des banques. C'est pour cela que l'hommage de la campagne est humilié, persécuté, visé par l'Union européenne. Règle deuxième, nous devons construire nos propres réseaux de soutien, notre monde dans le monde. Règle troisième, nous devons sortir de cet esprit marginal selon lequel nous sommes les maudits, les vaincus de l'histoire. Non, nous devons changer notre manière de penser de nous-mêmes. Nous sommes ceux qui vont gagner le jeu que nous mettrons à la table. Nos ancêtres n'étaient pas seulement des héros désespérés qui ont gagné quelques pages de l'histoire par leur sacrifice. Nous sommes aussi des enfants des vainqueurs, de Thémistocle, qui ne s'est pas laissé traîner par Xerxès, mais qui a choisi le champ de bataille étroit à Salamine, où la flotte légère et agile des Athéniens pouvait gagner, et où elle a gagné. Nous sommes les enfants de Jules César, de Charles Martel et de Charlemagne, qui ont œuvré pour l'unité de leur peuple et de leurs empires. Nous, femmes européennes, nous sommes les disciples de la déesse Athéna, déesse savante, déesse des arts et déesse guerrière, de Jeanne d'Arc comme de la grande Catherine, de tous les personnages européens qui n'ont pas joué pour perdre, qui n'ont pas combattu pour mourir, mais pour vaincre et vivre. Choisissons donc notre camp, choisissons donc notre champ de bataille, ne le laissons ni aux marxistes ni aux banksters. Mettons en avant notre plan pour notre monde. Margaret Thatcher, le Premier ministre du Royaume-Uni, a dit que pour tout pacificateur idéaliste désireux de renoncer à son autodéfense en faveur d'un monde sans armes, il y a au moins un chaudronnier désireux d'exploiter les bonnes intentions des autres. Exploitons, nous ne laissons pas exploiter. Qui a le pouvoir aujourd'hui en Europe? Barroso est un vieux maoïste. Merkel était membre du Parti communiste d'Allemagne de l'Est. La Bulgarie du Parti communiste d'Italie, Schulz est socialiste. Quand ils partent de leur bureau gigantesque à Bruxelles, ils vont à leur bureau luxueux chez Goldman Sachs. Tous ces nouveaux monstres de l'économie libre sont de vieux communistes. Pourquoi sommes-nous surpris de leurs actions? Ils ont été, ils continuent d'être des communistes, qui font de la politique avec l'argent des autres. Ils sont des banksters qui utilisent le produit de notre labeur. Est-ce que vraiment nous attendons un duel honnête avec eux? C'est Lénine, je crois, qui disait que la vérité est une obsession bourgeoise. Nous allons devoir regarder la vérité dans les yeux.
si nous ne voulons pas une Europe des banksters, si nous ne voulons pas une Europe sans identité, si nous ne voulons pas une Europe marxiste, nous devons mettre en place une Europe coopérative. Nous devons établir une Europe politique, activiste, identitaire, culturelle, communautariste, qui se mettent à coopérer grâce à leurs différences, à cause de leurs différentes perspectives, qui sont toutes utiles. Certes, nous avons nos préférences, ce n'est pas par hasard que je suis aujourd'hui ici, et je remercie mes hôtes d'avoir fait possible ce voyage. Je suis ici pour montrer que j'estime la clarté de la pensée politique de M. Benedetti, la droiture de M. Gandillon, et pour honorer le combat fidèle de M. Pierre Sidos. Je reste fidèle comme ils ont été fidèles face à Obdoré pendant notre persécution politique et physique qui dure depuis 2013, quand notre chef et nos camarades furent emprisonnés. La fidélité, chers camarades européens, à nos amis, à nos idéaux, à nous-mêmes, voilà un combat que nous devons mener à l'intérieur, en même temps que le combat face au monde vétuste et sans joie, qui, je vous promets, croulera demain devant notre front. Nous avons tous une histoire politique personnelle derrière nous. Pour construire l'avenir, mettons nos expériences, nos idées, nos efforts à coopérer. Pour notre race, pour nos enfants nés, pour nos enfants à naître, pour notre civilisation, pour le passé et pour l'avenir, pour l'homme doré qui viendra. Vive la Grèce, vive la France, vive l'Europe des nations. Nous allons maintenant prendre une pause d'environ 35 à 40 minutes. Il est 15h40. Je vous propose de reprendre le cours des débats avec les interventions suivantes aux alentours de 16h15 et 16h20.